Alors donc j'ai le plaisir de vous présenter donc Bertrand Stofflet, n'est-ce pas? On prononce le TH, moi j'aime bien prononcer la fin en effet. Qui est donc artiste et qui aujourd'hui va nous parler d'un projet qu'il a mené, dont le titre d'ailleurs est très très beau, qui s'intitule Recoller la montagne. Recoller les morceaux, plutôt recoller la montagne. Et donc c'est un artiste qui travaille essentiellement sur des problématiques territoriales et qui a mené différents projets, notamment un projet qui s'intitule Hyperlendemain. Hyperlendemain, qui est aussi un très joli titre lors d'une résidence qu'il a pu mener dans la région Grand Est. Et puis il va prochainement entamer un autre grand projet aussi sur des problématiques liées aux métropoles urbaines, donc qui sont très en lien et en résonance avec l'émergence de l'Anthropocène. Et il travaillera donc avec l'école urbaine de Lyon et notamment avec Michel Lusseau, que nous avons eu le plaisir d'entendre lors de la première journée de ce colloque. Voilà, donc je lui laisse la parole pour nous raconter, évoquer comment recoller la montagne. Merci. Et comme il est d'usage, mais néanmoins nécessaire, je remercie également Daniel pour cette invitation et pour la qualité générale de ce colloque. Donc je vais essayer d'être au niveau. Donc je vais vous présenter, je vais essayer d'en fait faire la passerelle avec différents travaux. Parce qu'un projet ne naît jamais de nulle part, il s'articule avec des choses avant et puis il donne, en tout cas chez moi, souvent des résurgences et des développements ultérieurs. Donc pour commencer sur ce projet-là, je vais vous parler d'un projet antérieur qui s'appelait Rodanie. J'ai passé très peu de temps dessus et c'est un travail que j'ai mené du glacier du Rhône à la Méditerranée, commencé en 2007, terminé en 2015 et dont on voit là une première image. D'ailleurs, ouais, si on peut éteindre la lumière. Donc, aussi, afin de me présenter un tout petit peu plus, moi je suis donc artiste, auteur, photographe. J'ai fait l'école d'art il y a une vingtaine d'années maintenant, un tout petit peu moins, on va dire 19 ans. Je travaille dans un style documentaire et qu'on peut même glisser vers l'idée du nouveau documentaire, avec en héritage tant des gens des New Topographics que du Sekula ou d'autres auteurs qui ont été évoqués déjà ces 2 derniers jours. Et là, en l'occurrence, ce projet-là, Rodanie, c'est un travail que j'ai choisi de mener. Donc, c'est intéressant, mais j'aurais certainement pas le temps de le développer aussi, la contrainte de la création, selon qu'on bénéficie d'une bourse de création, d'une commande publique, d'une résidence, enfin voilà, tout ça vient conditionner un petit peu. Et il se trouve que c'est un projet que j'ai choisi de monter par moi-même, même si à l'initiative de ça, il y avait eu au tout début une commande sur un bout de territoire, mais le choix d'arpenter tout le Rhône, de mettre un dispositif spécialement en place et de se dire que j'allais voir des alpages suisses à la Platte Camargue, les différents types de territoires parcourus et enjeux, et de questionner ainsi les questions qui vont du sauvage au domestiqué, des questions de nature et de culture, l'un allant avec l'autre, pas des choses en opposition, ou parfois justement qui se révèlent comme telles. Et là, je mets très rapidement 3 images, parce qu'elles ont été faites en 2012 et 2013, et c'est des images qui, quelque part, m'ont permis une première approche de la montagne, parce que donc c'est Daniel Méo qui m'a invité à intervenir en particulier sur le projet de Recoller la montagne, qui est un projet très récent, mais réalisé dans une résidence de création. Là, c'est un travail qui est fait sur 8 ans, donc forcément, ce n'est pas les mêmes échelles de développement et de recherche. Mais donc, en tout cas, sur Rodanie, la partie que vous voyez là, on va voir trop rapidement 3 images, mais on est du coup là sur le mont Gothard, là où tout commence, là où se développe le glacier du Rhône, mais également le glacier du Rhin. Enfin, on est sur l'autre versant, mais voilà, on est vraiment à un endroit assez clé, à une réserve, à un grand château d'eau européen, puisqu'on est en Suisse.
Et cette première image qui introduit le livre, qui est vraiment le début du parcours, je la voulais déjà avec quelque chose qui interroge un peu et la représentation, parce que c'est vraiment... je fais de la photographie de paysage, mais à chaque fois j'essaye de jouer quelque chose autour de cette question de la représentation du paysage, soit en reconvoquant des imaginaires déjà connus, soit en essayant de trouver de nouvelles formes, ou en tout cas de questionner ces représentations-là. Et là, évidemment, la posture du petit bonhomme qui contemple un grand territoire, habillé en plus dans une espèce de simulacre, ou en tout cas d'habit d'explorateur, est déjoué par cette valise à roulettes. Et cette valise à roulettes, en fait, contient dedans tous les cailloux que cet explorateur, qui est en fait un vendeur qui vient de Dallas, au Texas, et qui vend des cailloux tout le reste de l'année. Donc c'est un minéralogiste qui vient récupérer des cailloux. Et pour récupérer les cailloux, il va sur les glaciers, mais évidemment avec une valise à roulettes, l'idée du sauvage et de l'exploit, du sublime que l'on vient conquérir, est déjouée complètement, puisqu'il faut mathématiquement arriver sur quelque chose d'assez carrossable pour pouvoir être là. Donc on est déjà sur une photographie qui traduit une domestication de l'origine, ou en tout cas du dernier endroit de sauvage qui puisse exister. Et l'image qui suit, les deux images qui suivent immédiatement après sont ce petit bout de glacier qui est creusé chaque année à partir du mois de mai à des fins touristiques, pour que la personne qui se rende par le Four Capas, quand cette voie est ouverte, donc c'est la route qui franchit le mont Fourca, qui permet d'aller sur le mont Gothard, et c'était une route très employée, qui maintenant l'est beaucoup moins. L'hôtel qui est en face a fermé, enfin voilà, mais si on veut aller sur le glacier du Rhône, on a cette expérience-là possible de pénétrer une espèce d'origine. Il y a une grotte artificielle qui est créée chaque année, qui est creusée, mais évidemment, le glacier fond et sans arrêt est jeté dessus ces espèces de draps blancs qui forment comme un linceul, parce que petit à petit, ils se salissent, et il y a un mouvement de retrait comme ça du glacier. Mouvement de retrait où là, du coup, on continue à descendre, hein. J'ai amené le livre du projet où en fait on fait vraiment la descente du fleuve depuis le glacier jusqu'à son embouchure dans le delta en Méditerranée au Sainte-Marie-de-la-Mer. Là on est du coup juste en bas de cet espace qui est bricolé chaque année. Il faut bien imaginer qu'on élitreille des gens en mai pour pouvoir faire le trou et puis faire une petite galerie dedans. Et ensuite le glacier bouge, recule, fonte normale d'été, mais fonte malheureusement dramatique des glaciers actuellement. Dans les calculs qui sont faits, le glacier du Rhône aura complètement disparu en 2100. Donc c'est pas si loin que ça. En tout cas, on peut aussi se projeter de façon plus dramatique de qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence derrière. Mais restons à ce petit bout d'espace qui est bricolé, arrangé chaque année par cette famille qui tient la concession depuis maintenant un siècle et demi. On en est à la 4e ou 5e génération de personnes qui bricolent ce petit tunnel, et pour accéder à ce glacier, on traverse la boutique souvenir, on met une pièce dans un tourniquet et hop, on arrive sur le glacier. Enfin, vraiment, c'est l'idée de l'aventure, du franchissement des Alpes est très vite déjouée. Je parlais de ce projet-là parce que dans ce travail, en tout cas, je n'ai pas choisi c'est pour introduire la relation, notamment au savoir que j'arrive à collecter, au récit aussi que je viens convoquer dans les images et dans les projets que je développe. Dans Rodani, j'ai choisi que ce récit soit exclusivement développé sous une forme d'entretien, ou sinon je demandais à des spécialistes que j'ai rencontrés en amont, qui m'ont donné tout leur savoir, ou en tout cas une part de leur savoir, d'amener celui-ci. Donc on a comme ça tant des historiens de l'art que des géomorphologues, des anthropologues, différentes personnes à qui j'ai demandé d'écrire des textes et qui sont compilés dans 2 ouvrages. Il y en a un ici, puis il y en a un autre qui en développe plus de textes. Et on avait un peu tout ce savoir-là en amont. Mais à côté des images, rien, car c'est ma coquetterie de photographe, ou en tout cas c'est ma croyance. Je veux que l'image interpelle, questionne, et qu'on aille jusqu'à épuiser à se demander qu'est-ce que sont tous ces signes là-dedans, et à partir de là, on remonte le fil. Mais ce fil n'est pas toujours facile. Alors là, très rapidement, j'ai 3-4 images d'exposition de Rodani qui avaient eu lieu. Celle-ci, c'est celle qui était au bleu du ciel. Donc là, vous voyez
carte, texte, etc. Et puis une présentation. Et du coup, vous voyez un peu les 3 formats qui existent, c'est 135, 170, 110, 135 et 90, 110 cm. Des formats assez conséquents. Il faut savoir que je travaille à la chambre photographique ou au moyen format numérique, afin d'être vraiment dans quelque chose d'opposé un peu au gigantisme aussi des lieux affrontés, d'avoir un rapport, être dans la production de l'image et dans cette image-là, pour être aussi dans quelque chose de plus tactile et d'extrêmement défini lorsqu'on est face à cette image-là. Et du coup, il y a aussi ce besoin de certains types de formats au mur. Et donc, pour parler et glisser maintenant vers ce projet de recoller la montagne, donc il faut voir que Rodani, voilà, c'est un projet que j'ai construit de 2007 à 2015. Là, recoller la montagne, c'est une résidence de création que j'ai menée entre 2019 et 2020 sur une année. Donc on est sur un temps beaucoup plus court. C'est une invitation que j'ai reçue de la Maison Forte de Haute-Tour, qui est un lieu de résidence et de création, mais qui est, parce qu'ils font ils ont 2 résidences annuelles, un pour un artiste et un autre pour un auteur du livre. Et c'est un lieu de conservation des guides de Saint-Gervais-Mont-Blanc et de Courmayeur, parce qu'on est au pied du Mont Blanc, et du coup on accède un peu à ces deux pans. Et ce projet, dont là vous voyez une présentation qui a eu lieu au Luxe cette année, et là c'était la restitution de la résidence tout de suite à l'issue du travail en juillet 2020. Là j'ai fait un choix très différent, c'est-à-dire que comme toujours, chaque lieu arpenté fait l'objet d'un travail de documentation en amont, et pendant cet arpentage aussi, car j'aime bien aussi laisser une part au hasard, ou en tout cas aux rencontres qui se produisent de par la présence dans un lieu, de par le fait qu'on commence à le sillonner, à le découvrir, à interroger des gens. Les choses du coup rebondissent, mais du coup c'est un travail dans lequel je suis allé rencontrer des glaciologues, des cristalliers, des responsables de l'ONF, donc l'Office national des forêts, des aménageurs, des neigeurs, enfin bon, bref, toutes les personnes qui peuvent être en lien direct avec l'entretien de la montagne. Sachant que, et c'est une chose que je n'ai pas développée, mais tant dans Rodani que dans ce travail-là, vraiment, chez moi, il y a une interrogation sur comment est-ce qu'on habite un territoire et comment est-ce qu'on habite un territoire avec le risque. Le risque de crue, le risque d'inondation, le risque de la catastrophe, en l'occurrence en montagne, que ce soit des avalanches, des coulées torrentielles, toutes ces questions-là. Et lorsque j'ai accepté l'invitation qui m'a été faite en 2017, 2 ans avant la résidence, de venir travailler sur le Mont Blanc, ça faisait déjà une dizaine d'années, il y a eu ce travail un peu préliminaire sur un glacier, mais c'était un passage dans un schéma dans un projet beaucoup plus large. Mais j'ai été frappé en 2005 par l'effondrement du pilier de Bonatti, qui est une des voies d'alpinisme majeure, extrêmement connue du Mont Blanc, qui fait face au Montanvert, au-dessus de la mer de glace. Et en 2005, patatras, il est tombé pour les raisons de réchauffement climatique, de fonte de permafrost. Permafrost, c'est cet agrégat de neige qui tient les roches entre elles, et il faut qu'on soit à une certaine température en dessous de 0 pour qu'il reste stable. Et c'est tout le problème du réchauffement climatique. Ils fondent partout, en Arctique, mais également en haute montagne, et même plus vite en haute montagne qu'en Arctique. Alors du coup, ça crée des catastrophes et des effondrements. Et donc ces effondrements de montagne, moi, m'ont interpellé de façon très forte, parce que voilà, dans un imaginaire naïf, comme le titre que j'ai choisi à ce projet, Recoller la montagne est quelque chose de solide, par nature. On ne voit pas les montagnes s'effondrer comme ça. Et donc c'est vraiment ce changement de paradigme en fait qui se déployait devant moi, accompagné aussi des lectures, des découvertes. Moi, je suis rentré dans l'Anthropocène avec la lecture de Claude Lorius, avec des choses de vulgarisation scientifique, mais qui en même temps permettaient
de comprendre les enjeux. Claude Lorius, c'est pas l'inventeur, peut-être des personnes seront plus précises que moi là-dessus, mais c'est un glaciologue qui a participé à la création du GIEC même. C'est même l'un des fondateurs, et il a, dans les années 60, a eu l'intuition qu'on pouvait remonter les climats en carottant sur la calotte glaciaire très profondément pour sortir des grands carottages de glace et aller étudier les bulles d'air encapsulées dans ces carottages-là pour savoir quelle température on a eu dans le passé. Et c'est ce qui a permis notamment de tirer la sonnette d'alarme sur la couche d'ozone dans les années 80-90, et puis depuis tout ce qui s'est emballé derrière. Pour l'anecdote, elle est assez belle, il a eu l'intuition de faire ça en faisant fondre un glaçon, alors ce qu'il était justement dans une base en Sibérie, en faisant fondre un glaçon dans son verre de whisky. Il remarquait qu'il y avait des petites bulles d'air comme ça qui apparaissaient, et il s'est dit tiens, c'est peut-être là-dedans que se trouve la chose. Petite histoire qui est belle en même temps à raconter. Et donc, pour en revenir à ce projet de recoller la montagne, là, comme vous voyez dans ce dispositif-là, il y a deux grands textes, donc, comme ça c'est parfaitement illisible, et qui viennent en fait accompagner la lecture de ces images. Ce que je vous disais avec Rodani, c'est que, et avec d'autres projets d'ailleurs, dont un qui concerne directement ce territoire qui s'appelle La Vallée et qui va être montré l'année prochaine au CPIF à Potocombo en Ile-de-France, centre photographique d'Ile-de-France, comme ce projet-là qui a été acheté par le CNAP et qui du coup va être montré en même temps là-bas. Je m'interroge, et c'est des questions qui ont été relevées aussi par d'autres intervenants, sur comment est-ce qu'on peut articuler en quelque sorte, quel dialogue on peut mettre entre texte et image. Donc chacun de mes travaux essaie de développer cette articulation de façon différente. Soit un discours assez savant mais mis de côté, soit en introduction. Et là il se trouve que plutôt que de mettre des légendes directement sous les images, qui je trouve à chaque fois viennent vampiriser la lecture de l'image, les gens ne sont plus à même, enfin, le spectateur se retrouve embarqué et condamné à cette lecture. Je préfère une image qui garde comme ça son espèce d'autonomie et son silence un peu énigmatique, qui permet d'essayer de lire toutes les choses et en même temps d'avoir quand même accès à ce savoir. Et donc du coup je les ai convoqués dans des espèces de cadres qui viennent rassembler tout ça. Je vais vous faire la lecture de cette première légende. Après je pense que je vous les dirai de façon plus légère, mais pour vous donner une idée un petit peu de l'écriture qui va avec. Ici donc c'est Serres d'Europe et bloc de Gneiss, parc thermal du Fayet, Saint-Gervais, France, janvier 2020. Le 12 juillet 1892, la rupture d'une poche d'eau dans le glacier de Tête-Rousse crée une lave torrentielle qui, en empruntant le cours du torrent de Bionasset, détruit différents hameaux et les thermes de Saint-Gervais au Fayet. La catastrophe de Tête-Rousse, comme elle a été nommée, cause ainsi la mort de 175 personnes. Les différents blocs de pierre apportés par la coulée torrentielle dans la vallée furent dynamités, mais quelques-uns subsistent encore, dont celui sur lequel a été installée une statue de cerf par la municipalité. Ce bronze, de Pierre-Louis Rouillard, coulé par la Société des Hauts Fourneaux du Val-d'One, est la variante d'une statue réalisée pour le sultan de Constantinople en 1864. La légende rapporte que les animaux avaient fui en pressentant l'arrivée de la catastrophe. Au printemps 2010, une nouvelle poche d'eau sous-glaciaire menace la vallée du Mont-Blanc. Le pompage de la poche fut enclenché en août de la même année afin d'empêcher le risque de rupture du glacier et de nouvelles catastrophes. Depuis l'automne 2019, suite à un petit éboulement, quelques blocs de pierre font face à cet ensemble de l'autre côté du chemin. Cette question, justement, rejoue aussi dans cette légende, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place quasi systématiquement dans chaque légende, mini-texte légende, en fait. C'est toujours avoir plusieurs niveaux, d'être tant dans le local que dans le global, et dans des temporalités très différentes. Là, il se trouve qu'on est sur quelque chose de très appliqué, mais en même temps, c'était vraiment mon entrée sur cette question du risque dans la vallée du Mont-Blanc, sur ces coulées torrentielles qui ont littéralement embarqué des gens. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Marina Kanev, qui n'est pas là, mais qui était là ce matin, qui est là alors, que j'étais en résidence là-bas à travailler sur ce projet, j'avais commandé un bouquin qui venait de sortir chez FW Books et qui traitait de cette question de la montagne, et c'était le tien. Donc, voilà, quelque part,
il y a une boucle qui se fait. Et Arma Selgi aussi, j'avais un bouquin d'elle, c'était une artiste, les deux artistes que j'ai découverts au cours de cette résidence, voilà, ont été cités ou conviés à cette conférence. Donc voilà pour cette image-là. Alors je vois que le temps tourne très vite, donc je vais essayer d'être plus rapide. Donc là, je vais vous montrer un ensemble de 9 images, 3 volumes et une installation. Là, ici, on est sur un an. Donc les nans, c'est des torrents c'est des écoulements d'eau qui peuvent devenir des torrents. Et du coup, il y a tout un travail de la RTM, qui est la restauration des terrains de montagne. C'est une structure française qui a complètement emboisé toutes nos montagnes pour éviter les effondrements. Et c'est ce qui a vraiment participé à cette construction d'un imaginaire et d'une certaine représentation aussi de la montagne. Et ce qui m'intéressait évidemment, c'était dans ce genre d'image-là d'être à plusieurs niveaux et d'avoir en même temps quelqu'un qui a fait une station de captage sauvage pour amener l'eau dans son jardin à un endroit où on est sur une construction extrêmement lourde avec plusieurs blocs de béton, un blocage, etc. Mais qui a toujours un petit peu ce bricolage, ce braconnage. On a parlé de Michel de Certeau tout à l'heure. Enfin voilà, on est un peu dans cette dynamique. Là ici, une autre photographie où on est quasiment sur de la photographie de carte postale ou de calendrier qui nous montre vraiment, voilà, moi, en tout cas chez ma grand-mère, il y avait un calendrier avec des photos comme ça où il y avait un lac avec de l'eau gelée, et voilà. Sauf que si on regarde un peu plus près, ce lac bout. Il y a un frémissement de cette eau. Et en fait, on est sur des questions de nivoculture. La nivoculture, c'est pour créer de la neige artificielle. Donc, on fait des retenues collinaires en montagne. Et ça permet de rejeter de la neige en haut. Donc, on a envie de se dire, c'est pas grave, on perd pas d'eau, elle est juste réutilisée et renvoyée. Sauf que, outre l'énergie que ça demande à produire, ça crée des risques d'étiage en contrebas. Du coup, ça déstabilise complètement l'écosystème qui est en dessous. Et qu'on est dans une espèce de lutte vaine pour préserver des sites afin de maintenir une activité de tourisme et de ski, puisqu'on a même installé sur un glacier en 2018 deux lacs de nivoculture afin de permettre d'avoir de la neige sur le glacier. Donc on en est là quand même, on met des canons à neige sur les glaciers. Et l'année d'après, ça n'était pas suffisant, la station a dû fermer pour la première fois en été. Donc, et ça, c'est 2019, donc on est là-dedans. Donc, je ne vais pas développer chacune des images. Ici, c'est la Folie Douce, c'est du nightclub de jour. Donc maintenant, ça s'est développé de plus en plus en altitude. Il y en a 7 dans les Alpes. Et c'est des familles de montagnards qui ont réutilisé des petits chalets d'altitude pour devenir des lieux de dance floor. Ici, on est sur la moraine du Pilier des Drues, sur la mer de glace. Donc une moraine, c'est ce qui reste après que le glacier se soit retiré. Donc on est sur des échelles qui ont vraiment strictement rien à voir. Là, si je vais peut-être vous dire, je vais vous dire deux légendes parce que je les ai écrites pour ça, pour que quand on est face aux images, on puisse regarder juste la chose et puis après aller à la source de la question. Là, c'est la piste de ski du Kandar, les Ouches, France, février 2020. Piste aménagée pour le championnat du monde de descente à ski en février 2020. Cette commande de la Fédération internationale de ski est réalisée afin d'élargir et d'améliorer la raquette d'arrivée de cette piste noire nommée la Verte des Ouches. Bon, un chantier qui a coûté 10 millions d'euros et à 1000 mètres d'altitude a lieu alors que la pratique du ski est complètement condamnée à court terme. De plus, la disparition progressive d'épisodes de gel rend obsolète la solution transitoire de recours à l'enneigement artificiel. Enfin, le terrassement, coupant les sapins qui donnaient son nom à cette piste, détruit les écosystèmes et altère les fonctions d'épuration des sols de basse montagne. Donc, à chaque fois, sur chaque image, il y a comme ça une documentation. Là, on est sur l'autoroute Blanche. Là, ici, on est au pied des montagnes. Là, j'ai une légende plus explicitement encore anthropocène, puisqu'on est sur les carrières le long de l'Arve, en contrebas du village de Passy, situé sous les montagnes bordant le désert de Platée. C'est un des plus grands lapias d'Europe. Un lapias, c'est un désert de cailloux. Les gravières que l'on voit au premier plan permettent l'extraction de matériaux, dont une partie pour la construction de l'autoroute Blanche. L'autoroute Blanche, c'est celle qui traverse le Mont Blanc, formant un paysage artificiel qui, au fil du temps, est reconquis par la végétation et la faune.
Depuis le début des années 70, le volume des sables transportés par les fleuves au cours des millénaires passés est inférieur au volume déplacé par l'homme depuis les vallées pour la réalisation d'ouvrages en béton, plaçant ainsi l'espèce humaine comme agent géologique majeur. Donc voilà, autre forme de question. Et celle-ci, c'est la dernière de la série, où je suis allé le lendemain de la venue de Macron, qui s'est rendu sur la mer de Glace à la rencontre de glaciologues et d'écologues pour annoncer un arrêt de protection naturelle afin de lutter contre les usages contrevenant au respect de la nature en montagne. Donc là-dessus, il y a tout un très long discours, très beau, très éloquent, dont on mesurera dans le temps la force et la solidité. Ah oui, voilà. Et avec... alors, je ne vais pas vous le montrer comme ça, parce que sinon ça va bugger. Il me reste 1 minute pour terminer sur ce projet, donc j'ouvrirai peut-être avec les questions après sur d'autres travaux. Mais très important avec ce projet, en fait, j'ai mené en même temps qu'étaient montrées ces 9 photographies et ces 2 cartouches de texte, il y avait dans une des tours, donc j'étais invité à la maison forte de Haute-Tour, c'est vraiment comme un château, comme un gamin peut le dessiner, il y avait des tours de chaque côté, et dans une des tours, j'ai choisi de mettre une montagne fantôme, et donc en fait, il y avait un dispositif du Paper Ghost, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble, qui permet de faire apparaître en hologramme une montagne, et donc du coup, dans un endroit noir, on avait cette apparition fantomatique de cette montagne qui tournait. Et pour moi, c'est un travail que j'ai mené avec l'Editem et des glaciologues, où j'ai récupéré des données de LIDAR, c'est un système de projection de points sur la montagne, de milliers de points en laser, et ce faisceau de points permet ensuite d'avoir une simulation 3D. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'ils sont obligés de le faire, enfin ils ont un protocole qui font qu'ils reviennent le faire tous les 3 ans. Et moi, je suis photographe, et notamment photographe d'observatoire photographique du paysage. Donc les diachronies, ça me connaît. Les observatoires photographiques du paysage, ça consiste à poser un point de vue d'observation sur un site et de revenir chaque année ou à une certaine échéance refaire la même photo pour voir comment le paysage a bougé. Et là, en fait, sur cette question justement d'effondrement de montagne, moi, ça m'a permis de mettre côte à côte ces images un peu qui deviennent fantomatiques d'une montagne qui disparaît, hein, comme un fantôme, c'est la résurgence de quelque chose qui a disparu, et de construire encore autre chose qui accompagne ça. Donc là, ce que vous voyez à chaque fois, il y a la légende Trident Utracule, et on a au moins 42 000 mètres cubes. Donc entre l'image de 2016 et celle de 2018, il y a 43 000 mètres cubes de cailloux qui sont tombés de la montagne. Et pour le rendre lisible, 1 minute, et j'aurais pas terminé, mais au moins ça permettra de terminer la chose. Donc, hop, pour que vous compreniez le dispositif Paper Ghost, donc la façon dont apparaît cette montagne à l'intérieur de cette tour, c'est comme le fait notre cher, comment il s'appelle, le Marseillais, enfin, le non-Marseillais qui se présente à la présidence d'extrême gauche, qui apparaît comme ça. J'ai un trou là. Mélenchon, voilà. C'est le dispositif qu'utilise Jean-Luc Mélenchon quand il se produit sur scène. Donc en fait, c'est une projection, comme vous voyez ici, et là on a une vitre qui permet à ce fantôme d'apparaître. Donc pareil, mais bon, j'ai pas le temps de développer, mais évidemment je rejoue les questions de plein relief. Donc j'utilise une technique du XVIIIe siècle d'apparition de la montagne de façon fantomatique, avec des technologies actuelles pour la représenter de la façon la plus fidèle, et en même temps je rejoue ce rapport au plan relief que l'on voit ici en contrebas, qui était très à la mode au XVIIIe et qui a même créé au XIXe siècle des trucs de Viollet-le-Duc où il a voulu redessiner les Alpes tels qu'ils auraient dû être. Et je termine avec ça. Et ça me permet d'expliquer ou d'expliciter encore plus clairement le titre, Recoller la montagne. Du coup, je l'ai appliqué d'une certaine façon avec ces systèmes de reconduction de LIDAR, en superposant les 2 volumes que vous avez vu tourner. En creux, je pouvais avoir les parties qui étaient tombées. Et donc, avec ça et des logiciels de création 3D, j'ai pu recréer les parties, les cailloux, les effondrements, et les proposer en exposition, comme les cristalliers le font à Chamonix dans le musée de la cristallerie, d'avoir des morceaux au 1/200e de roches recomposées, qui permettraient comme ça à un enfant dans un jeu un peu inutile et un peu rêveur de se dire tiens, je peux aller remettre le bout en haut de la montagne et ainsi recoller la montagne. Alors, merci beaucoup.
Et donc, peut-être il y a des questions qui surgissent dans la salle. Daniel, peut-être tu peux prendre le micro mobile. Ou je peux ouvrir les questions. Oui. Dans Rodani, finalement, à l'encontre de pas mal de photographies topographiques, tu incluais systématiquement des personnages, où tu décidais de ne pas les exclure, en tout cas, tu les incluais, de façon à ce qu'il y avait vraiment une présentation de l'espace comme écosystème, hein, avec la présence humaine qui se conjuguait à la présence du paysage, qui interagissait, etc. Ça me semblait vraiment être une des caractéristiques du travail dans Rodani. En revanche, dans Recoller la montagne, je n'ai pas vu de personne. Il y a le dance floor. Là, il y en a beaucoup. Oui, voilà, là, il y en a beaucoup à la fois. Alors, ça fait mais finalement, c'est une autre manière d'aborder les sites. Est-ce que ça a été l'objet d'un choix conscient? Est-ce que tu as voulu cela ou... Oui, absolument. En fait, pour Rodani, il y avait vraiment cette idée de photographier les paysages et leur usage, ainsi que l'inscription du fleuve dans ce territoire-là. Et donc, à chaque fois, j'avais cette espèce de sainte trinité que je voulais organiser dans chacune de mes photographies, car il se trouve que le fleuve est un inconscient sauvage, mais qu'en fait, on est justement sur un espace intégralement domestiqué, et les usages sont souvent inventés. Ne sont pas forcément ceux attendus de juste la pêche ou voilà. Et du coup, c'était ça qui me permettait d'amorcer le développement de récits. Et j'en étais du coup à une lecture assez cinématographique, quoi, de proposer comme un style movie, un arrêt comme ça dans le temps d'une bobine qui viendra nous raconter la façon dont on habite les lieux. Sur la montagne, c'était plus compliqué. Non seulement j'avais envie de travailler autrement, justement à chaque projet, j'essaie de convoquer le rapport texte-image, le rapport même à différents médias. Là, j'ai utilisé du lidar, de l'installation et même des volumes. C'est la première fois que je me suis risqué à essayer de faire, à aller mettre un pied dans un domaine qui n'est pas le mien vraiment du tout, parce qu'en plus les volumes sont faits en béton avec le sable et l'eau récoltée au pied du Mont Blanc. Enfin, du coup, on peut remettre vraiment la montagne pour ce qu'elle est. Enfin, il y a un jeu avec ça. Et puis le béton étant le matériau le plus utilisé par l'homme. Je me suis juste égaré en chemin. Qu'est-ce que je te répondais? Sur la manière de photographier. Oui, sur la façon de photographier. Du coup, j'avais vraiment envie de renouer avec une forme tableau assez calme et qui venait en quelque sorte déployer des histoires que j'avais collectées. Et pas uniquement des façons d'habiter le lieu que l'on devine par quelques usages. Parce que c'était tellement complexe en même temps, parce que par exemple l'anecdote, la première que je vous ai racontée sur cette histoire de la catastrophe de Tête-Rousse, il n'y a rien sur place qui permet d'avoir l'information. Et ce cerf posé sur un caillou, moi ça m'a rappelé une sculpture, ça m'a fait penser à des sculptures de Bertrand Lavier, un truc assez marrant en fait, assez presque pas potache, mais il y a un truc un peu décalé. Et il n'y a aucun cartouche, rien qui vient nous expliquer cette histoire-là, ni même qu'est-ce que fait ce caillou. Donc il faut réactiver cette mémoire-là et la donner à lire en quelque sorte. Oui, donc c'est le texte qui restitue. Du coup, le texte, quand tu parles d'histoire, exactement. C'est dû à cette collaboration texte-image. Et texte-image qui sont la résultante de toutes ces recherches faites en amont et pendant, où vraiment j'ai tamisé les savoirs que j'ai reçus, et puis à chaque interrogation, pu obtenir quelques éléments de réponse qui permet à travers ces 9 images de donner une entrée sur la façon dont on habite la montagne et les risques qui sont encourus à tous les niveaux, pour nous, pour la planète, pour l'écosystème local. Et voilà, c'est tout une espèce de dosage comme ça sur les niveaux de lisibilité que l'image seule ne peut pas donner, mais qui en même temps peut donner l'intuition. Et c'est ce que, voilà,
Oui, puisque dans Rodani, les textes se limitaient à une légende bref. Ah oui, c'était très bref. Je disais juste la localisation du lieu, absolument. Alors, une question par là-bas. Il y a l'idée du roman collage, un peu comme faisait Max Ernst, je ne sais pas qui. Alors moi, j'avais une question plus sur les volumes que vous avez présentés en dernier. J'avais comme deux questions à la fois. Qu'est-ce que vous pensez du degré d'implication et de sensibilisation auprès du public de ces nouvelles technologies en fait, en 3D, etc. Et en fait, quelle est votre posture par rapport à ça? De ce que j'ai compris, c'était plus une exploration pour cette fois-là. Enfin, c'est pas comme une habitude pour vous c'est pas une habitude parce que je ne produis d'habitude pas des volumes. Hein. Je fais de la photo, de la vidéo. J'étais pas allé jusqu'à cette expérience-là, mais qui finalement est un prolongement complet et de ma pratique photographique et de l'objet numérique que j'ai eu à traiter. Ah oui, je fais aussi beaucoup d'œuvres en réalité augmentée ou avec des formes numériques. Enfin voilà, disons que c'est cette partie-là que j'explore, mais c'est vrai que concrètement, je n'étais pas allé sur cette forme exposée, mais comme j'étais sur un lieu qui présente aussi ces cristaux, qui sont des prélèvements de cette montagne, que ce jeu, et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que dans il y a un fantasme de l'omniscience à partir du moment où on va commencer à photographier un lieu et le suivre, et là en l'occurrence avec ce système de lidar, rien nous échappe et tout nous échappe. La vidéo fantomatique, on est bien incapable de savoir ce qu'il y a en différence entre les deux années. On a comme ça une espèce de montagne qui bouge, un truc qui arrive vers nous, avec un mouvement un peu indécis. J'ai rajouté très simplement les chiffres pour qu'on comprenne que grâce à ce dispositif-là, mais il y a cet inconscient numérique, c'est même pas un inconscient, c'est un inatteignable visuel. Et que finalement, la seule façon de le représenter était de repasser par cet objet, par du coup ce volume qui est la traduction littérale de ce qui est tombé de la montagne, mais qui n'a jamais eu d'existence en quelque sorte, parce que c'est pas le volume qui est tombé comme ça, évidemment, c'est un caillou qui en a emmené d'autres, puis ça s'est fait sur 6 mois, 1 an, 2 ans, donc c'est une détérioration. Il y a eu, des fois c'est des avalanches de petits cailloux, des fois c'est des gros bouts qui tombent et qui en font tomber d'autres, mais du coup là, évidemment, mais il y a un geste aussi un peu désespéré, comme ça, de le convoquer, et il se trouvait que j'étais dans un lieu qui expose des cristaux dans cette forme-là, donc c'était, je trouvais intéressant de jouer ce rapport-là et d'amener ces espèces de technologies de l'illisible ou de l'hypervisible vers quelque chose de tangible en fait. Merci. Moi, j'aime bien l'idée de recoller la montagne. Ça m'a fait penser, j'en discutais deux secondes avec toi, quand Max Ernst disait donc, que ce n'est pas la colle qui fait le collage, on a l'impression qu'il y a comme une volonté de réactiver la dimension du roman collage. Parce que comme tu dissocies effectivement les cartels, enfin les informations des images, et en même temps, après tu peux les lire à la mesure d'un accompagnement de l'image, il y a une sorte de comment on pourrait dire, de roman collage qui s'institue. Comment tu vois ça? Justement, je n'arrive pas à le nommer, j'appelle ça des textes légendes, et pour moi c'est comme un texte que l'on pourrait lire où on a 9 récits comme des mini-nouvelles, et en même temps des espèces de gros cartouches de légendes qui viennent déployer une histoire. Donc on a quand même un rappel sous les photographies avec un tout petit chiffre qui permet d'aller se reporter, et puis dans l'accrochage, j'essaie de faire en sorte que justement, vous avez vu, il y a eu sur 2 présentations, on a non, c'était avant le début, on a un accrochage ici où ils sont superposés, là ici on est dans un lieu où du coup j'étais scindé pour que on soit dans une boucle de 4 ou 5 photographies qui permet de se reporter de façon logique à cette documentation. Et après, justement, elle reste assez libre. Elle nous contraint pas, et surtout, elle n'interdit pas les interprétations beaucoup plus libres que l'image peut proposer. Voilà, donc peut-être on... Ah, voilà, il y a une question. Non, il n'y a pas de question. Non. Ok. Ah.
Ah, super, voilà. Bah oui, merci beaucoup, en tout cas, Bertrand. Il y a une question ou il n'y a pas de question? Il y a une question. Oui, bonjour. Mais merci beaucoup pour cette présentation et cette très belle production. Alors, moi, ma question est très simple. Dans mon souvenir, Rodani avait été publié chez 2 éditeurs, dont un grand format, un volume assez beau, une sorte de grand album. Et je voulais savoir si la finalité de ce travail, qui, si j'ai bien compris, est encore en cours, a une perspective éditoriale à venir, et si ce travail est mené aussi avec cette finalité du livre photo, comme ça a été pour les premiers projets de Rodani. Merci pour la question, parce que oui, absolument. Il se trouve que là, comme je vous l'ai dit, c'est une résidence qui a été faite sur 1 an, donc pour moi c'était plutôt l'introduction à un travail plus long. J'espère retourner dès cet été, poursuivre une partie de travail toujours dans le secteur des Alpes, et en même temps j'ai en tête d'articuler ce travail-là avec la série que je n'aurais pas eu le temps d'introduire, mais il y a un livre qui a porté là, qui s'appelle Hyperlendemain, qui est carrément sur une région Grand Est, où là c'est une commande publique de photographie, donc on a été 5 auteurs à travailler sur ce territoire-là, mais où vraiment, comme sur la montagne, j'essaie de poser la question de regarder les paysages à l'ère de l'Anthropocène, à l'ère du moment où on conscient, c'est pas un paysage anthropocène, enfin, n'importe quel anthropocène, peu importe, mais ce moment où il y a cette prise de conscience de ah oui, on en est là dans ce que l'on sait du rôle de l'homme sur le territoire et de son impact et des dangers à venir. Donc comment est-ce que on peut le lire un peu dans cette idée justement c'est l'image dialectique, hein, c'est le projet benjaminien d'un coup cette boule de feu qui traverse tout l'horizon du passé et qui éclaire en un instant l'image, et ces cartouches d'histoire que j'ai encore développé autrement dans Hyperlendemain, et le titre Hyperlendemain dit ça, c'est qu'on est toujours dans des lendemains, dans de multiples collisions de lendemains, en fait, en hyperconnexion de lendemains dans tout lieu. Donc ce projet-là, celui sur la montagne, et puis l'autre que je vais amorcer avec l'École urbaine de Lyon sur les métropoles, sur cet urbanocène comme il l'a nommé, mais pareil, j'espère réunir un projet qui va jouer de ces différentes expériences et de ces différents lieux. Peut-être qu'il y aura 3 ouvrages différents, et à la fin un qui fera la jonction avec d'autres projets. Cette écriture-là est encore en devenir. Merci.